Bienvenue dans le débat. La tension monte entre Trump et Lula qui s'affrontent au sujet de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, jugé pour tentative de coup d'État au Brésil. Trump accuse Lula de se livrer à une chasse aux sorcières qu'il doit cesser, a-t-il posté hier sur son réseau Social Truth. Le président américain menace de faire passer les droits de douane du Brésil à hauteur de 50% à partir du 1er août. Résultat, la monnaie brésilienne a chuté face au dollar. Lula a déclaré que son pays était prêt à exercer des représailles contre les États-Unis. Le Brésil est un pays souverain, a rétorqué Lula. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a également affirmé vouloir sanctionner l'un des juges de la Cour suprême brésilienne, Alexandre de Moraes. Ce bras de fer a lieu quelques jours après le sommet des BRICS qui a eu lieu à Rio de Janeiro. Leur déclaration commune critique la guerre commerciale sans pour autant nommer Washington. Mais le texte mentionne l'utilisation des monnaies locales dans les échanges à la place du dollar. C'est un chemin irréversible, s'est félicité Lula. Réaction immédiate de Trump. Tout pays s'alignant sur les politiques anti-américaines des BRICS sera soumis à un droit de douane supplémentaire de 10%. Il n'y aura aucune exception. Alors jusqu'où ira l'affrontement entre Trump et Lula? Comment décrire un bras de fer, finalement, ce bras de fer entre Trump et les pays des BRICS? Quel est l'impact de cette guerre commerciale sur les échanges du Sud global? On en parle avec mes invités. Alexandre Kateb est avec moi ce soir. Bonsoir. Vous êtes économiste et fondateur de Multipolarity AI. Bienvenue à vous. Alain Wang est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes sinologue, auteur de Les Chinois et c'est aux éditions Talendier. Maria Paola, je vous laisse, voilà, ça c'est votre livre. Maria Paola Carvalho, bonsoir, journaliste à RFI, franco-brésilienne j'imagine. Exactement, merci. Bienvenue à vous. Et puis nous avons par Teams Gaspard Estrada, politologue et membre de l'unité du Sud Global à la London School of Economics. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avant de démarrer notre discussion, je voudrais faire un retour en images sur ce bras de fer entre Trump et Lula avec Sophie Samaï. 50% de droits de douane supplémentaires sur les produits en provenance du Brésil. La note est conséquente et elle a de quoi surprendre. Pour cause, les États-Unis dégagent un excédent commercial dans leurs échanges avec le pays sud-américain. Mais le problème n'est pas économique mais politique. Donald Trump l'assume, cette décision n'est le fruit que de son mécontentement face aux poursuites lancées contre l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro. La manière dont le Brésil a traité l'ancien président Bolsonaro est une honte internationale, une chasse aux sorcières qui doit cesser immédiatement. Jair Bolsonaro, qui s'est souvent vanté de sa proximité avec Donald Trump, est jugé pour avoir prétendument tenté d'organiser un coup d'État contre Lula après sa défaite lors de l'élection présidentielle de 2022. La réaction du président Lula n'a d'ailleurs pas tardé. Ce dernier compte bien appliquer la stricte réciprocité. Toute mesure de hausse des droits de douane de manière unilatérale aura une réponse à la lumière de la loi brésilienne de réciprocité économique. Selon les données du Bureau de recensement des États-Unis, les principales exportations américaines vers le Brésil l'an dernier comprenaient des avions, du carburant ou encore des machines industrielles. Un droit de douane brésilien de 50% sur les produits américains pourrait donc être catastrophique pour ces industries. Direction Rio, on retrouve notre correspondante Marine Ress. Marine, bonsoir. Que dit la presse au Brésil de ces invectives entre Trump et Lula ? Oui, vous vous en doutez, hein, ce bras de fer entre Trump et Lula a fait couler beaucoup d'encre au Brésil, à commencer par la Folha de São Paulo, ce quotidien brésilien qui a titré aujourd'hui « Non, le chantage de Trump ne passera pas ». C'est un article qui est publié et signé par l'ensemble de la rédaction. Les journalistes y fustigent l'attitude de Donald Trump, mais également ses propos mensongers. Et il rappelle que le Brésil est une nation souveraine, indépendante, démocratique et que non, le pouvoir judiciaire ne va pas cesser de poursuivre en justice quelqu'un sous réserve de peur, de représailles et de retombées économiques de la part des États-Unis. Le quotidien rappelle également l'attitude sobre et mesurée du président Lula et explique que face à Donald Trump, il faut savoir garder son calme et son sang-froid. Un petit peu plus tôt ce matin, ce même quotidien nous apprend que les magistrats brésiliens craignent la fuite, tout simplement l'exil de Jair Bolsonaro vers les États-Unis. En effet, cette lettre envoyée par Donald Trump sur un ton particulièrement dramatique, elle viendrait
créer des conditions favorables pour faire de Jair Bolsonaro un homme persécuté dans son pays et ainsi lui permettre d'obtenir l'asile politique aux États-Unis. De son côté, BBC Brésil nous rappelle que finalement ce bras de fer entre Lula et Trump pourrait en fait bénéficier à Eduardo Bolsonaro. C'est le troisième fils de l'ancien président Jair Bolsonaro. Il est député brésilien, mais il est surtout exilé au Brésil. Et cela pourrait créer pour lui finalement des conditions favorables, renouveler la confiance qu'a son père envers lui. Et ça, ce n'est pas anecdotique parce que d'ici quelques semaines, l'ancien président Jair Bolsonaro va devoir choisir le candidat de la droite pour les élections présidentielles de 2026. Marine Ress, merci beaucoup en direct de Rio. Maria Paola Carvalho. Bon, Bolsonaro, on voit bien qu'il est au centre finalement de ce bras de fer entre Trump et Lula. Oui, je dirais que c'était vraiment une décision politique de Donald Trump, mais pour des raisons idéologiques, pour protéger Jair Bolsonaro, que c'est son allié politique. Mais ça, on va voir des conséquences économiques très importantes pour le Brésil. Par exemple, je vous donne un chiffre. Le Brésil est le deuxième fournisseur d'acier aux États-Unis, après le Canada. En 2024, on a exporté plus de 4 millions de tonnes vers ces pays. Et l'une des principales conséquences, c'est justement où on va réduire la production ou réorienter ses ventes vers d'autres pays. Mais c'est intéressant de rappeler qu'au Brésil, les hommes politiques sont jugés à la Cour suprême fédérale, pas à la Cour, à la justice commune. Donald Trump, il essaie de faire pression sur l'exécutif, mais Lula a bien dit... Parce qu'il faut rappeler que Bolsonaro est en plein dans une procédure judiciaire. Oui, justement, Bolsonaro, il risque 40 ans de prison s'il est condamné pour son procès. Il est accusé d'être le leader d'un groupe pour permanencer au pouvoir après les élections de 2022. On l'accuse quasiment d'avoir fomenté un coup d'État, c'est un peu ça en fait. Hein. Oui, justement, elle est en procédure, elle était déjà écoutée à la justice, mais c'est les juges qui vont décider. Lula, il n'a pas vraiment pouvoir sur la justice au Brésil, c'est ça que c'est important de dire. C'est une forme d'intimidation, mais le Brésil est un pays souverain, Lula a dit ça, et surtout, il n'acceptera pas la tutelle des personnes, même si c'est de Donald Trump. On voit bien qu'il y a un réflexe patriotique, en tout cas c'est ce qu'elle décrivait, notre correspondante. Le Brésil était toujours un pays non aligné, c'est important de dire ça, même si c'est la gauche ou si c'est les droites qui est au pouvoir, comme d'autres pays en Amérique latine. D'ailleurs, on était toujours pour l'équilibre mondial et un peu méfiante à des multinationales, méfiante à les pouvoirs des grandes puissances. Lula, il est à l'aise pour maintenir cette position à ce moment-là, mais on n'est pas sûr qu'il va maintenir ça parce qu'il dépend d'une coalition au Congrès avec la droite pour passer les lois de son gouvernement, par exemple, et aussi parce qu'il y en a le lobby du monde agricole, qui c'est exportateur au Brésil et qui c'est très, très puissant. Donc ça va être compliqué tout de même ce bras de fer. On le voit bien. Alexandre Kateb, vous qui êtes économiste, un peu spécialiste des BRICS, 50% d'augmentation de droits de douane. Alors c'est bien supérieur aux autres pays, parce que c'était une des lettres de Donald Trump, mais il y en a eu d'autres adressées à d'autres pays. Au final, il va être obligé de négocier, c'est ça ce que souhaite Trump, j'imagine, de Lula. Quel serait l'impact économique? Oui, il va être obligé de négocier, évidemment, parce que là, avec des droits de douane de 50%, c'est quasiment l'arrêt de toutes les exportations brésiliennes vers les États-Unis, y compris les exportations d'acier qui ont été mentionnées et qui sont très importantes, de l'ordre d'une dizaine de milliards de dollars. Et puis également sur les biens industriels, notamment sur l'aéronautique, avec le champion brésilien Embraer qui exporte aux États-Unis, mais les États-Unis exportent aussi des Boeing vers le Brésil. Donc une négociation peut avoir lieu sur ces, je dirais, de manière rationnelle. Maintenant, on est hors de la rationalité dans ce dossier. Surtout, il y a une question politique qui est celle de Bolsonaro. Exactement. Donc, justement, qu'en pense Alain Wang, qu'en pense la Chine, finalement, lorsqu'elle voit ce bras de fer entre Lula et Trump?
Parce qu'elle aussi, il y a cette menace de taxes, mais enfin pas au niveau, pas à 50%. Pas à 50%. Puis les Chinois ont des armes que peut-être le Brésil n'a pas. Déjà, les terres rares dont les Américains ont absolument besoin pour leur industrie, on va dire automobile ou de la tech. Donc déjà, les Chinois, ils ont un point fort par rapport à Trump pour négocier. Maintenant, je pense que les Chinois, quelque part, je dirais qu'ils sont peut-être pas contents de la situation, mais c'est peut-être une situation qui renforce leur capacité de prendre un certain pouvoir, on va dire, sur certaines zones du monde. L'Amérique latine, en ce moment, ils sont très présents. Hein. On a parlé du port de Chancey. Je crois qu'il y a un projet avec le Brésil, justement, de construire un chemin de fer transatlantique qui irait de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, jusqu'au port de Chancey. Donc, il y a des gros travaux d'infrastructure. Donc, ça crée des opportunités pour la Chine, finalement. Oui. Les Chinois disent, pour nous, c'est le MCGA, c'est Make China Great Again. L'attitude de Trump. L'attitude de Trump, oui. Make China Great Again. Oui. Gaspard Estrada, est-ce qu'on va vers une rupture entre Trump et Lula, à votre avis, ou au contraire, est-ce que Lula va devoir courber les chines, va devoir négocier, effectivement? Quels sont les atouts? Qu'est-ce qu'il peut mettre dans la balance? Alors, je pense que Lula a beaucoup plus de cartes en main que d'autres dirigeants latino-américains qui ont déjà dû passer par cette expérience de menaces et d'intimidation de la part du président américain. Je pense notamment à la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, ou au président colombien, Gustavo Petro, qui, en fonction en fait de leur l'exposition de leur économie aux États-Unis, eh bien, ont dû courber les chines assez rapidement, ou en tout cas négocier, je pense notamment dans le cas du Mexique, de manière âpre pour obtenir des concessions de la part de Washington. Je pense que le premier atout du Brésil, de manière générale, c'est ce qui a été déjà dit, c'est la diversification de sa matrice économique et le fait que, certes, le Brésil exporte aux États-Unis, mais ce niveau d'exportation, lorsqu'on pense non pas en volume, mais en dimension relative, eh bien, ce n'est pas les États-Unis ne sont pas le premier pays où le Brésil exporte ses produits, mais bien la Chine. Et de ce point de vue-là, le Brésil tire un profit en fait de la diversification de ses partenaires commerciaux. Le deuxième facteur qui me semble qui est important de mettre en avant, c'est le fait que la balance commerciale entre le Brésil et les États-Unis est favorable aux États-Unis et non pas au Brésil, ce qui rend en fait cette mesure quelque peu, disons, délicate à mettre en place pour les États-Unis et non pas pour le Brésil, puisqu'aujourd'hui c'est surtout les États-Unis qui tirent profit en fait du commerce bilatéral entre ces deux pays. Et troisième facteur, c'est aussi quelque chose qui a été quelque peu mentionné tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a énormément d'entreprises américaines qui perdraient si ces tarifs étaient mis en œuvre, compte tenu du fait que il y a des entreprises américaines qui soit exportent au Brésil. Le Brésil le président Lula a annoncé qu'il mènerait des actions de rétorsion si ces tarifs étaient imposés. Et il y a aussi des entreprises et surtout des consommateurs américains qui verraient leurs factures aussi exploser, notamment dans des biens vraiment de consommation. Je pense par exemple au jus d'orange ou à la viande. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y aurait aussi un impact très négatif pour les consommateurs américains. Et de ce point de vue-là, je pense que Lula a davantage de cartes en main que Petro ou Claudia Sheinbaum en Amérique latine. Alexandre Kateb, vous êtes d'accord? Parce que c'est vrai, lorsque je regardais les chiffres, Brésil-États-Unis, 12% des exportations brésiliennes vont vers les États-Unis, alors que 30% vont vers la Chine. Donc ça, c'est... Oui, absolument. En fait, ça reflète un peu ce tropisme du Brésil vers la Chine, notamment sur les exportations de matières premières, qui sont quand même qui représentent
la masse la plus considérable des exportations brésiliennes au niveau mondial, les plus compétitives. Et d'un autre côté, il y a aussi une dimension très protectionniste au Brésil sur l'industrie. Et quelque part, il y a beaucoup d'entreprises brésiliennes industrielles qui ne verraient pas forcément d'un mauvais œil des droits de douane qui seraient imposés aux États-Unis, comme d'ailleurs le Brésil l'a imposé sur la Chine pour un certain nombre de catégories de biens dans lesquels le Brésil se sentait lésé. Donc, en dépit, disons, de tous ces discours grandiloquents, il y a quand même aussi cette réalité économique et de défense des intérêts nationaux qui est très présente, il me semble, au Brésil. Maria Paola, Bolsonaro et son camp, ils exultent là? Est-ce que ça renforce encore ces deux camps, finalement, le côté Lula et le côté Bolsonaro? Non, en ce moment, le Brésil est complètement divisé entre les gens qui pensent qu'il y a vraiment cette menace des coups d'État. Bolsonaro, il dit de son côté qu'il n'a jamais voulu attaquer la démocratie brésilienne, mais cette crise entre le Brésil et les États-Unis va au-delà de la relation bilatérale et au-delà de la justice aussi, parce qu'il y a toute cette histoire des BRICS. Je pense que Donald Trump, il n'était pas content du tout de ce sommet qu'on a eu le 6 et 7 juillet à Rio de Janeiro, qui réunissait tous les leaders du Sud global. Lula a l'envie d'être un leader du Sud global. Et depuis 2023, je pense qu'avec l'entrée de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, il y a même l'Indonésie. Je pense que cette idée de redessiner la géopolitique et les institutions internationales, ça devient plus important. Et ça, et aussi, il faut dire que ce groupe-là représente 40% du PIB mondial et plus de 40% de la population de la planète. Ça dépend. Ou en réel. C'est ça. 31,5% du PIB mondial en 2023 contre 30,7% du PIB mondial pour le G7 en 2023. Mais en réel, c'est plutôt 40%. C'est un point qui dérange, surtout quand elle commence à avoir des idées propres, il va avoir vous changer l'ordre international, on disait. Donc là, il frappe du poing sur la table. C'est vrai que Donald Trump a affiché donc ce soutien à Bolsonaro et ses taxes à hauteur de 50%. Après ce fameux sommet, donc vous le disiez, il a eu lieu dimanche et lundi donc au Brésil. Et on va écouter justement Lula. Alors, juste avant d'écouter Lula, un mot tout de même. Une question pour vous, Alain Wang, parce qu'il y avait Brésil, Russie, Inde, Chine, et puis donc 10 pays associés, notamment l'Arabie Saoudite ou encore l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats. Pourquoi est-ce que le président chinois n'est pas venu himself? Alors, bon, je pense que le président chinois, il a... alors, il y a deux voies. Il a eu des problèmes de santé apparemment l'année dernière et apparemment peut-être qu'il aura encore des problèmes de santé en ce moment. De l'autre côté aussi, la situation économique en Chine n'est pas très bonne et je pense que le président chinois s'intéresse beaucoup plus en ce moment à l'Eurasie. Il y a eu un sommet au Kazakhstan, il y est allé d'ailleurs. Et il s'intéresse aussi beaucoup évidemment aux pays environnants les plus proches, l'ASEAN. Je pense que pour l'instant, il est concentré sur cette zone. Pourtant, enfin, si sur les BRICS et la Chine, il y a une vraie inégalité, je dirais, de puissance entre la Chine et les autres. Oui, mais les BRICS, le problème, c'est que ce sont des pays maintenant où il y a beaucoup de différences de situation, de pensée, d'organisation, de liens, etc. Et donc, si on prend l'Inde, par exemple, qui est quand même plutôt, on va dire, plus proche des États-Unis que de la Chine. Bon, pour le Brésil, c'était peut-être aussi plus proche des États-Unis. Maintenant, ça va revenir peut-être plus proche de la Chine. Donc, c'est vraiment très difficile. C'est-à-dire qu'on est dans un groupe de pays en ce moment où véritablement les tendances ne sont pas les mêmes. Donc, je pense que le président Xi Jinping s'est peut-être dit que il était peut-être pas très très utile pour ce sommet-là. Et puis il faut dire qu'il y a que 5 présidents sur 10 qui sont là. Qui sont là, voilà. Donc, et effectivement, ils ont envoyé soit donc c'était le Premier ministre chinois. Bon, évidemment, Poutine n'est pas venu puisqu'il y a un mandat d'arrêt sur sa tête. Donc voilà. Et même chose d'ailleurs pour les autres. Il y avait peu de présidents, de chefs d'État. Il y avait pas beaucoup d'annonces à espérer de ce sommet. Et je pense que les président Xi Jinping ne se déplacent que s'il y a vraiment des percées majeures. Et
là, il n'y avait pas vraiment de percée à espérer. Donc, il y avait d'autres priorités. Et puis, peut-être pour ne pas froisser davantage Donald Trump, hein, dans le contexte de cette négociation entre la Chine et les États-Unis, hein, qui se poursuit, c'était pas forcément le bon signal à envoyer maintenant, quoi. Donc, il faut quand même ménager Donald Trump, hein, même quand on fait partie des BRICS. C'est ce que il y a vous une dites. personne aussi qui n'était pas là, c'était Poutine. Oui. Il faut savoir aussi que la Chine essaie de consolider ses liens avec la Russie. Et donc, d'ailleurs, le Premier ministre a dit récemment qu'il n'est pas du tout question que la Russie perde cette guerre. Il a été très clair vis-à-vis des Européens. Donc, je pense que si derrière, il y a beaucoup de choses aussi. Poutine n'a pas pu se déplacer. Donc, il y a une sorte de solidarité, Xi Jinping, à l'égard de Poutine. Il peut y avoir une solidarité de ce côté-là. On va écouter Lula, pour qui c'était important ce sommet, comme vous l'avez dit à Rio. Au sein des BRICS, nous sommes convaincus que nous ne voulons plus d'un monde sous tutelle. Nous ne voulons plus de guerre froide. Nous ne voulons plus de non-respect de la souveraineté. Plus de guerre non plus. C'est pourquoi nous débattons en profondeur de la nécessité d'un changement structurel, y compris dans la Charte des Nations Unies. Maria-Paola, c'est intéressant parce que finalement, il demande, avec l'Inde, me semble-t-il, lors de ce sommet, de rentrer au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était ça C'était toujours un grand classique. C'était toujours l'envie du Brésil, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Donc il croit encore au multilatéralisme, contrairement finalement aux États-Unis. Ou à la Chine. Oui, non, je crois, mais en même temps, il dit qu'il faut réformer les institutions, il faut réformer la ONU, il faut réformer l'Organisation mondiale de santé. Il y a un côté important économique aussi, qui c'est cette idée de substitution de dollars entre le business qu'on fait dans cette bloc qui s'appelle les BRICS. Je pense que ça, les États-Unis sont bien conscients de ça, ils ne sont pas contents en même temps. Et Lula, il n'a jamais caché sa préférence pour la Chine, même si le Brésil importe beaucoup des États-Unis, comme on a vu les chiffres ici. Et il a une préférence pour la Chine, Lula, vous dites? Je pense, idéologiquement, ça, c'est quelque chose que lui-même, elle dit. Mais surtout, les problèmes, c'est que le conservateur au Brésil commence à dire que cette surtaxe des Trump, c'est justement conséquence de la stratégie idéologique et politique de Lula. Et à ce moment-là, l'économie brésilienne, elle n'est pas vraiment très forte pour faire face à une guerre commerciale contre les États-Unis. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas sûre que Lula va maintenir cette position, parce qu'on dépend vraiment de cette secteur agricole au Brésil, qui c'est très important pour l'économie. Donc il ne va pas pouvoir rester dur comme il l'est jusqu'à maintenant. Je pense que c'est très tôt pour dire ça. On va voir une communication très dure vers les États-Unis, mais je ne sais pas s'il est pratique. Dans le Congrès national, il va avoir beaucoup d'appui des gens qui vont le supporter, cette idée. Moi, ce qui m'a frappé, quand je suis allé au Brésil, souvent ce qui me frappe, c'est ce côté très insulaire en fait, du Brésil, c'est-à-dire tourner vers lui-même. Finalement, l'étranger compte beaucoup moins que dans d'autres pays, qu'en Europe ou ailleurs, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi aux États-Unis. Donc, même, en dépit de ces différences, il y a quand même cette constante de pays-continents que nous avons aussi du mal à percevoir. Et je pense que ça joue aussi dans la balance, et ce qui fait que le Brésil peut finalement se permettre d'avoir cette posture souverainiste. Parce qu'on a un marché de plus de 200 millions de personnes, et justement cet acier-là qui ne va pas aux États-Unis, ça peut aller dans les industries locales, mais même en Chine. Je pense qu'on était toujours un peu insulaire, comme vous disiez. Si tu vois les nouvelles, les actualités au Brésil, c'est que des domestiques, que des sujets domestiques. On parle là-dessus, il y a un parallèle à faire avec les États-Unis, d'ailleurs, ce que vous disiez. Gaspard Estrada, est-ce que les pays des BRICS sont finalement opportunistes? C'est pas vraiment un bloc. En même temps, Donald Trump a réagi face à l'attitude de Lula et des BRICS. Mais enfin, on voit bien que ça n'est pas un bloc. Oui, je pense qu'il y a des pays qui sont, pour certaines d'entre elles, des puissances et qui ont des intérêts bien compris. Je pense que l'élargissement en 2023 des BRICS, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, il s'agissait de 4 pays qui n'incluaient pas l'Afrique du Sud, donc le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Et par la suite, en 2010, il y a eu une première ouverture à l'Afrique du Sud. Et en 2023,
la volonté de la Chine de faire en sorte que les BRICS élargissent leur adhésion, le membre de ce club, ce qui d'ailleurs avait été contesté par le Brésil et par l'Inde, qui justement voulaient éviter de faire de ce forum, de ce format, un forum qui soit perçu comme un forum anti-occidental. Et de ce point de vue-là, je pense que le texte qui a été signé par les dirigeants des BRICS lundi soir, sous présidence donc, du Brésil, est quelque part le reflet en fait, de cette volonté du Brésil d'éviter que les BRICS soient perçus comme un ennemi des États-Unis. On peut remarquer que les États-Unis, et notamment le président Donald Trump, n'est nullement mentionné dans cette déclaration, alors même que des pays tels que l'Iran ne cessent de critiquer, voire vitupérer contre les États-Unis. Là, pour le coup, la diplomatie iranienne a été beaucoup plus contenue et n'a pas fait de limitation pour approuver ce texte donc, qui a été porté par la présidence brésilienne. Oui. Et le texte final, donc effectivement, ménage ne parle pas de Washington, mais en revanche, il mentionne l'utilisation des monnaies locales dans les échanges à la place du dollar. Et ça, c'est un peu quand même, ça doit un peu chiffonner Donald Trump. On va écouter Lula justement à ce propos. Personne n'a décidé que le dollar devait être la monnaie de référence. Dans quel forum cela a-t-il été décidé ? Et évidemment, nous avons toute la responsabilité de traiter cela avec beaucoup de prudence. Nos banques centrales doivent en discuter avec les banques centrales des autres pays, mais c'est quelque chose d'inévitable. Alors, c'est quelque chose d'inévitable, hein, il dit Lula. La Chine commence à commercer de plus en plus avec le renminbi. Avec le yuan, oui. Avec donc la monnaie chinoise. C'est-à-dire qu'on est face à véritablement un grand changement. C'est-à-dire qu'avec la guerre russo-ukrainienne, la Russie a été bloquée évidemment pour utiliser du dollar, donc elle s'est tournée vers la Chine. La Chine avait déjà des instruments, ce qu'on appelle le CIPS, le China International Payment Service. Tout le monde disait c'est rien, c'est petit, ça fonctionnera pas. Finalement, ça décolle parce que tous les pays aujourd'hui qui sont dans des situations, on va dire, de déliquescence avec les États-Unis, se tournent vers ces systèmes-là que les Chinois ont mis en place depuis très longtemps, d'une manière assez intelligente, ça faut le dire, et qui sont en train de véritablement progresser. Et de toute façon, on voit aussi sur le pétrole, par exemple. C'est une monnaie qui n'est pas convertible. C'est un instrument interbancaire qui permet, avec des monnaies locales, justement, de travailler. Et puis, on a aussi beaucoup d'achats de pétrole en Iran qui sont faits en pétro-yuan maintenant. Donc, on a aussi de plus en plus ce genre de situation. Donc, est-ce que ça mettra du temps avant quand même de renverser le dollar. Il ne faut quand même pas exagérer. Mais disons que c'est un phénomène qui est en train de se mettre en place, ça c'est clair. Ça se met en place depuis quelques années. On en parle depuis très longtemps. Mais là, c'est tout de même le cas, Alexandre Kateb. Alors que, est-ce que le renminbi, enfin le yuan, il n'est pas convertible ? Le yuan n'est pas totalement convertible, mais il n'est pas non plus totalement inconvertible. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes, il y a par exemple le yuan offshore, qui est un mécanisme qui permet d'avoir une exposition synthétique au yuan et de couvrir les risques liés à des transactions dans cette monnaie. Donc en fait, il y a toute une architecture financière qui s'est mise en place et comme M. Wang en parlait, donc le CEPS, le système de paiement interbancaire chinois qui a été étendu aux pays voisins d'abord et puis maintenant au reste du monde. Donc ça veut dire que par exemple, ils payent avec cette monnaie-là les importations brésiliennes. Absolument, des Chinois. Ces importations n'ont pas besoin de passer, ces transactions n'ont pas besoin de passer par le dollar. Avant, même quand il y avait un échange entre le yuan et le réal brésilien, eh bien, il fallait passer par le dollar comme intermédiaire. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de passer par le dollar et c'est ça la grande innovation. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment, je dirais, à l'aube d'un nouveau système financier mondial ? Il me semble qu'il y a eu beaucoup de
beaucoup d'exagération, je dirais, dans la rhétorique et peu de résultats concrets. Ça fait déjà plusieurs années qu'on parle de ces monnaies locales. On n'a pas vraiment vu de système cohérent émerger. Mais les transactions augmentent. Le système chinois. Les transactions augmentent, mais en fait, le nerf de la guerre, c'est la finance. Et tant qu'on ne touche pas à la finance et qu'on ne remet pas en cause la centralité du dollar dans le système financier mondial, eh bien, tout ça reste périphérique. Maria Paola, en tout cas, on a bien vu que le président brésilien Lula, lui, il le brandit comme quelque chose d'important, c'est-à-dire c'est une forme de marque d'indépendance à l'égard des États-Unis, de ne plus utiliser le dollar pour toutes les transactions. Oui, on ne peut pas utiliser le réal, je pense qu'il voudrait, mais c'est pas le cas. On utilise plutôt la monnaie chinoise plutôt que le réal, c'est-à-dire la monnaie brésilienne. Oui, non, je pense que notre monnaie, elle est un peu instable. L'économie brésilienne, on a du mal à avoir des croissances. Ça, c'est un problème. Il y a des gens qui disent au Brésil qui s'attendent très bien à ce moment pour Lula, tarif de Donald Trump. Comme ça, il peut expliquer pourquoi le Brésil a les difficultés de croissance, pourquoi l'économie brésilienne, ça va très bien quand on a les capacités. On a beaucoup de potentiel au Brésil, on a la forêt, on a des ressources minérales. Tout le monde sait que le Brésil peut être un grand pays à ce moment-là dans l'économie mondiale et on a du mal à rattraper notre difficulté de croissance, de développement, de l'éducation surtout. Il y a beaucoup de problèmes domestiques qui, là, c'est difficile de résoudre à ce moment-là. Ici, on vient ajouter une difficulté de plus. On peut même dire le public interne, mais voilà, il y a ce problème avec Trump là. C'est plus difficilement de résoudre. Gaspard Estrada, mais est-ce que, parce qu'on en parlait aussi à une époque de Banque du Sud, donc d'aller même encore plus loin que cette dédollarisation de l'économie, est-ce qu'on peut dire que le dollar en prend un coup tout de même ou pas? Bon, je pense que la réalité en fait économique internationale, elle est ce qu'elle est. Je pense qu'il y a certains pays, notamment les pays qui sont sous sanctions, eux, justement, pour pouvoir subsister et survivre, on incite à ce qu'il y ait des mécanismes alternatifs de paiement. Et de ce point de vue-là, le fait que, par exemple, la Russie, qui est donc membre des BRICS et donc membre de la banque des BRICS, pousse dans ce sens. La Chine aussi, même si de manière plus timide, va dans ce sens. Mais il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, je rejoins ce qui a été dit précédemment, tant que les grands équilibres internationaux, notamment dans les marchés financiers, n'évoluent pas, je pense qu'on va rester sur cette situation, disons, où le dollar reste prédominant. Mais moi, j'aimerais rajouter un élément qui a été assez peu mentionné jusqu'à présent, c'est en fait la place de l'Europe dans tout ce débat. Et je pense qu'une des priorités pour les prochaines semaines et les mois à venir sera la conclusion ou non de l'accord du Mercosur avec l'Union européenne, puisque très clairement pour le Brésil, il est extrêmement important de faire en sorte que cet accord existe et ait lieu, justement compte tenu de cette rivalité entre la Chine, les États-Unis, et l'augmentation des tensions commerciales entre le Brésil et les États-Unis. Il est indispensable pour le Brésil de faire en sorte que cet accord existe, justement pour éviter de tomber dans une nouvelle dépendance vis-à-vis de Pékin. Oui, alors le Mercosur, la France y était encore opposée. Tout le monde n'est pas totalement d'accord. Alors est-ce que le fait que Trump soit au pouvoir, ça va faire basculer vers l'avis favorable de l'ensemble de l'Union européenne pour qu'il soit effectivement ratifié cet accord du Mercosur? Question. L'Europe quand même aujourd'hui est acculée par les menaces de Trump. Il y a 3 semaines encore avant que des droits de douane de 50% ne soient mis en place sur l'Union européenne. Que doit faire l'Europe dans cette situation? Est-ce qu'elle doit adopter une posture purement défensive ou justement montrer qu'elle peut prendre l'offensive, que ce soit avec le Mercosur, que ce soit avec d'autres zones comme l'ASEAN, par exemple, où il y a des choses qui se passent aujourd'hui avec cette espèce de ceinture entre la Chine, l'ASEAN et les pays du Golfe, ou même avec la Chine, de se dissocier de cette espèce de bipolarité
que Trump veut mettre en place. Mais en même temps, l'Europe ne veut pas devenir le réceptacle de tous les produits chinois. Elle veut protéger son industrie, donc elle veut aussi faire une forme de protectionnisme. Il y a la même problématique avec le Mercosur, ça concurrence aussi les produits européens, l'agriculture française. Donc, bien sûr, mais il faut résoudre le problème à un moment donné. Gouverner, c'est choisir. Il faut choisir à un moment donné quel partenaire on prend et quelle posture on adopte vis-à-vis de personnages comme Trump. Je pense qu'au-delà de l'économie, pour l'Europe, il y a aussi la position de la Chine avec la Russie et la position de la Chine avec l'Iran. Je pense que c'est quand même deux grands points de désaccord fondamental entre l'Europe et la Chine. Qui ne correspondent pas aux valeurs européennes. Qui ne correspondent pas du tout aux valeurs européennes. La Chine est présente derrière ces deux pays et bon, elle les aide d'une certaine manière. Donc la Chine ne remplacerait pas forcément les États-Unis en Europe. Un mot sur cette visite des 5 chefs d'État africains à la Maison-Blanche hier. Libéria, Sénégal, Mauritanie, Guinée, Bissau et Gabon. Ils étaient là, vous voyez cette image, les 5 chefs d'État en face de Donald Trump. Ils ont déjeuné avec lui. Et là, justement, on voit cette recomposition intéressante du monde et la façon dont Donald Trump s'est adressé à eux. On va l'écouter, le président américain. Le Gabon, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie et le Sénégal. Des pays très dynamiques avec des terres de grande valeur, des minerais précieux, des gisements de pétrole et des gens merveilleux. Mon gouvernement s'engage à renforcer nos liens d'amitié en Afrique par des efforts en matière de développement économique qui bénéficient à la fois aux États-Unis et aux pays africains. Nous passons de l'aide humanitaire au commerce. Bon, là, c'est le deal. Et c'est les minerais qui l'intéressent, les terres de grande valeur, les super minerais, les réserves de pétrole, avec des gens merveilleux. Donc là, on revient sur cette diplomatie transactionnelle. Alors, il les a tous convoqués en même temps, d'ailleurs. C'est quand même assez étonnant. Votre analyse? Avec tout mon respect pour ces pays, il s'agit vraiment de pays qui n'ont quasiment aucun poids à l'échelle africaine et encore moins à l'échelle internationale, que ce soit au niveau économique ou au niveau politique. Donc là, on est vraiment dans une espèce de théâtre qui est risible si on ne connaît pas le personnage de Trump. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que la Chine est déjà très présente dans ces pays-là. Et donc, finalement, les États-Unis sont en train de se dire, les États-Unis de Trump se disent... La Chine est plus que présente, parce que dans le dernier rassemblement, le FOCAC, qui rassemble tous les pays africains, sauf l'Eswatini, je ne sais jamais le dire, qui est celui qui reconnaît Taïwan, donc 53 pays africains, les Chinois ont décidé de faire zéro taxe, c'est-à-dire d'annuler les taxes entre la Chine et eux. Donc, et Trump est en train de dire que peut-être il va en mettre avec certains s'il n'accepte pas de donner une mine ou de donner accès à leurs terres, etc., etc. Je pense que les Chinois pratiquent d'une manière différente. Ils investissent. Ils créent des infrastructures, ils créent des mines, bon, pas toujours au bénéfice des Africains, je ne dis pas que c'est non plus de tout doré, mais ils ont plutôt une position dynamique, on va dire, sur le plan économique, à l'inverse d'un Trump qui est plutôt dans une négociation un peu bizarre quand même. Oui, est-ce que justement il pourrait atteindre, être vraiment en concurrence directe du coup C'est ce qu'il essaie de faire. C'est-à-dire que les États-Unis ont perdu la main, ils perdent d'autant plus la main que ces pays africains avaient été destinataires de l'aide américaine importante. Et aujourd'hui, cette aide a été retirée. Donc, beaucoup de ces pays africains, évidemment, se tournent vers la Chine pour savoir si le China Aid pourrait compenser l'US Aid. Je ne pense pas. Mais bon, il y a quand même des jeux qui se font derrière. Et je pense que c'est la rivalité sino-américaine qui se joue là sur le territoire africain. Sur le territoire africain. Vous voulez commenter peut-être votre analyse? Je voudrais dire justement, même le Brésil, qui a beaucoup d'attachements culturels avec ces pays africains, pas beaucoup de commerce, pas beaucoup de business avec ces pays. Je pense que peut-être c'est une opportunité aussi pour Lula, qui l'a dit. Duque Estrada, il a dit, oui, justement, les BRICS ne voulaient pas être contre les États-Unis ni contre la Chine, mais on voit bien que les dernières années, le Brésil s'éloigne plus de ses partenaires traditionnels, comme les États-Unis et Israël même. Pour donc peut-être s'approcher encore de la Chine ou d'autres pays. Vous êtes d'accord, Gaspard Estrada? Est-ce qu'on est vraiment est-ce qu'on est finalement dans une redéfinition des échanges dans ce monde fragmenté et que ça n'est encore que le début? Alors, en ce qui concerne la Chine, il y a très clairement un pivot
vers l'Asie et vers la Chine qu'on peut constater tout simplement en regardant les évolutions des échanges commerciaux et le fait que voilà, la Chine est désormais le premier partenaire commercial du Brésil. Néanmoins, je pense qu'il est important de souligner que le Brésil veut et entend rester un pays disposant d'une matrice d'échanges diversifiés et ne souhaite surtout pas rompre ces échanges, que ce soit avec un pays tel que les États-Unis et je pense aussi à sa relation avec l'Union européenne, parce que c'est justement ça qui lui donne un effet de levier et d'une certaine mesure une capacité d'indépendance et d'autonomie. Ces deux mots sont très importants pour la diplomatie brésilienne, que ce soit sous des gouvernements de gauche comme de droite, voire d'extrême droite. Je vais donner un exemple très concret. Bolsonaro, en tant que président du Brésil, n'a pas souhaité quitter les BRICS, alors même qu'il avait une position extrêmement favorable aux relations avec les États-Unis, ce qui montre bien justement cette continuité du Brésil dans sa quête d'autonomie stratégique, ce qui la différencie de ses voisins latino-américains. Trump-Lula, comment ça va se terminer, Maria Paola? Je pense que ça vient de commencer, cette bras de fer, comme vous disiez, mais il ne faut pas mélanger l'économie, la politique et la justice. Il mélange vraiment... tout, hein, oui, justement, à ce moment, cette attaque, c'était un peu économique, mais avec un biais complètement politique. Et au Brésil, on a bien sûr qu'on a la différence, les séparations des trois pouvoirs. D'ailleurs, on a pris ça à la France. Il sera suffisamment habile, là, Lula, avec Trump. Je pense qu'il est connu pour son habileté diplomatique. Je pense que Lula, il est quelqu'un de populaire, qui, par exemple, il a la facilité de parler avec les gens. Maintenant, il a pris cette idée qu'il va approuver l'accord Mercosur-Union européenne avant que le Brésil termine son mandat devant les BRICS. On va voir la COP30 à Manaus. On va réunir beaucoup de leaders internationaux là-bas. On va faire beaucoup de lobby pour les produits brésiliens. Je pense qu'il a cette idée qu'il peut convaincre tout le monde. On va voir sa capacité. Et Trump, comme tu dis. Trump, c'est quelqu'un de difficile qui a aussi ses idées, j'ai pu dire, un peu têtues, mais ce sont deux grands pays, mais c'est sûr que le pouvoir des États-Unis, c'est beaucoup plus grand que le Brésil. Alexandre Kateb, comment ça va se terminer, ce bras de fer-là, qui est, en fait, on peut dire, à son maximum, là? On pourrait avoir une rupture? Je pense que c'est dans la psychologie trumpienne, hein, il y a toujours cette surenchère et puis finalement on aboutit à un deal ou à un accord. C'est en tout cas le scénario optimal. Maintenant, parfois, il peut arriver qu'il n'y ait pas d'accord, mais dans ce cas-là, en fait, les différents pays qui ont vécu ça laissent passer, je dirais, l'orage et puis espèrent qu'il y aura des lendemains meilleurs dans cette relation avec les États-Unis. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de pays sont dans ce type de raisonnement et de perspective post-Trump. Ah oui, post-Trump, carrément, parce qu'il y a le 1er août. Hein. Le 1er août, c'est au moment où tous les droits de douane vont être appliqués si les négociations n'aboutissent pas. Votre analyse, Alain Wang? Moi, simplement, en tant qu'observateur, je pense que si ça va jouer beaucoup sur les prochaines élections au Brésil, puisque c'est encore un pays démocratique où il y a des élections, et en fonction de qui va gagner, je pense qu'il y aura des accords plus ou moins forts avec les États-Unis ou plus ou moins forts avec la Chine. Je pense que là, ça se joue aussi un peu maintenant à ce niveau-là, et dans beaucoup de pays d'ailleurs, si on l'observe. Merci Alain Wang d'avoir été avec nous. Maria Paola Carvalho, Alexandre Kateb, merci beaucoup. Gaspard Estrada, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous d'avoir suivi. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux également en podcast. Restez avec nous.